sur ces concepts, et je pense que la France existe. Mais le problème, quand on parle du peuple, et quand on dit le peuple, on suggère qu'il y a quelque chose qui existe en tant que collectivité face à une oligarchie. Et le problème... Ça existe. Non, justement, le problème sociologique actuellement, c'est l'absence de passion forte, l'atomisation, l'hyper-individualisme qui, évidemment, touche les élites et l'oligarchie, mais qui est tout à fait aussi dans les milieux populaires. Donc la vérité est dans les classes moyennes. Donc la vérité des problèmes de la société, ça n'est pas un monde où s'affrontent des passions fortes d'islamophobes, etc. C'est un monde qui, certes, reste capable de se révolter, de résister à cette oligarchie et qui est de plus en plus, ou même qui la considère comme, je dirais, totalement délégitimé, d'où l'état de flottement actuel. Mais c'est un monde qui, lui non plus, n'est... Je suis désolé. Il n'a pas peur pour son identité, comme on le dit. Je ne pense pas que les Français de base, populaires ou non, soient très nationaux. Je ne pense pas. La vérité, quand on analyse, le seul truc qu'on puisse dire quand même, ensuite je termine mon tunnel, hein. Bon, c'est promis. Je veux dire, le seul truc qu'on puisse dire sur la structuration de ce corps social souffrant et un peu amorce, c'est qu'il y a un clivage générationnel extraordinairement important. C'est-à-dire que les gens de ma génération qui sont nés dans une France blanche, où il n'y avait pas tellement de gens d'origine musulmane intégrés, sont troublés et sont, je veux dire, troublés et embêtés. Et puis le vieillissement de la structure par âge explique probablement en Europe assez largement la dérive droitière du continent, puisqu'au-delà d'un certain âge, on dérive à droite, etc. Mais par contre, ce qu'on constate dans les générations jeunes, alors je ne sais pas à quoi on met jeune, allez, on va être sympa, on va mettre au-dessous de 45, comme ça on va tailler large, ou l'âge médian est à 40, je ne sais pas. Je veux dire, les gens se contrefoutent de ces histoires d'origine ethnique, d'islam. Ils sont habitués. Ils sont nés dans une France qui était beaucoup plus colorée, diverse en termes d'origine. Et ces passions fortes d'islamophobie, etc., c'est des trucs de vieux. C'est important. C'est important comme truc de vieux, parce que les vieux sont importants en France. Mais ce n'est pas l'avenir. Parce que quel que soit le nombre de vieux, on est sûr qu'à un certain stade, ça va diminuer. Alors Gaël Bousquier, qui est le premier qui a levé le main, oui, moi je crois que la grande astuce de Marine Le Pen, puisqu'il faut parler d'elle, c'est de s'être fondue dans la géographie sociale du pays. Et pour rejoindre un petit peu ce que disait Emmanuel Todd, il y a une jeunesse par exemple qui souffre beaucoup, c'est la jeunesse ouvrière, qui existe encore en France. Et c'est une jeunesse qui est très souvent rurale, par exemple, et auquel l'élite ne s'est jamais intéressée, finalement. Quand vous prenez la France périphérique, la grande France, par exemple, du Nord-Est, où Marine Le Pen s'implante beaucoup, qui a voté Nicolas Sarkozy, vous avez un grand traumatisme, c'est la désindustrialisation. C'est-à-dire que la destruction de l'appareil productif français produit un rapport au monde qui est différent de la période où nous avions des citadelles industrielles, l'émiettement du tissu industriel, sa condensation aussi capitalistique, et également le fait que un certain nombre de délocalisations, de fermetures d'usines viennent saccager en fait des zones entières. Vous prenez la petite ville de Laclette en Saône-et-Loire, qui est pas très loin de chez moi, fermeture d'une usine parce qu'un fonds de pension a racheté les grues Potin qui étaient là depuis des décennies. Bon, vous imaginez le traumatisme pour une bourgade, une ville de 3000 habitants, ce que ça induit en termes de peur avec des foyers qui ont des crédits sur les maisons, où on leur explique d'abord qu'il faut aller travailler à 25 km de là, puis qu'en fait, on commence à sentir qu'on délocalisera encore plus loin. Donc l'astuce, Marine Le Pen est comme Nicolas Sarkozy, une femme politique, elle a compris un certain nombre de choses. Nicolas Sarkozy s'est fondu dans une géographie sociale et elle se fond dans la même et dans les mêmes difficultés, auxquelles elle donne une explication, où elle met un nom. Et la question en face, c'est quelle lecture du monde et comment on essaye de représenter effectivement la voix du peuple face à ce qui semble être une trahison des élites, d'une certaine manière. Mais vous avez aussi des phénomènes dans ce qui était jusqu'ici la ville protégée, la ville-monde, les villes-centres, où nous avions un nombre de cadres extrêmement massif par rapport à la France périphérique, et où là, où la panique est en train de gagner. Panique sociale parce que vous avez des jeunes surdiplômés qui sont sous-employés, précarisés, stagiaires, etc. Et puis parce que vous avez un certain nombre, on va dire, de panique morale, pour dire comme le sociologue Stanley Hoffmann, mais qui sont liés effectivement à cette espèce de peur très souvent élitaire face à l'islam. Moi, je ne crois pas vraiment à l'islamophobie des classes populaires. Je crois qu'il y a un autre rapport. Quand Le Pen, dans les années 80, ce n'était pas vraiment de l'islamophobie. Il y avait une dénonciation
un peu autre, mais c'était pas essentiellement, j'ai l'impression, basé sur... de l'arabophobie. C'était de l'arabophobie, exactement. On est passé de l'arabophobie à l'islamophobie. Justement, pour ne pas partir dans tous les sens, restons sur ce sujet qui est celui de la montée ou pas du sentiment national, parce que je rappelle quand même que dans certains sondages, on a donné une grosse majorité de Français qui avaient effectivement peur de l'islam, peur des musulmans. On voit régulièrement des articles qui disent est-ce que l'islam est soluble dans la démocratie. Est-ce que vous comprenez, Houriya Boutelja, d'ailleurs, que tout ceci angoisse d'une manière ou d'une autre les Français, si c'est le cas? J'allais revenir justement sur la question du peuple et de la phrase de Marine Le Pen qui a dit il faut pas, on a dépossédé le peuple de France de son identité. Alors d'abord, je voudrais quand même souligner qu'en ce qui me concerne, je parle essentiellement du racisme d'État et je parle essentiellement de l'islamophobie des élites. Effectivement, moi je ne pense pas qu'il y ait comme ça un embrasement islamophobe dans le peuple français. Moi je ne l'ai pas spécialement constaté. Je converge parfaitement avec vous lorsque vous dites qu'il y a un racisme et une islamophobie des élites. Il n'en reste pas moins que les débats qui nous sont imposés par le haut traversent la société d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, même le NPA s'interroge de savoir, par exemple, alors qu'ils veulent s'investir dans les quartiers populaires, par exemple, ils s'interrogent de savoir si, oui ou non, il faut qu'une fille voilée, une fille qui porte le voile, peut les représenter. Cette question qui se pose au NPA signifie bien que les questions qui sont posées par le haut traversent toute la société. Et je pense que c'est quand même important de le souligner. Maintenant, sur la question Est-ce que vous comprenez cette angoisse? Si angoisse il y a. Alors là, je vais vous parler non pas en tant que porte-parole des indigènes de la République, je vais vous parler en tant que fille d'immigrés. Alors figurez-vous que, au moins depuis que je suis adolescente, je n'ai jamais supporté la manière dont on traite les électeurs du Front National. J'exècre les idées du Front National. Je suis, en tant que fille d'immigrés, une des cibles de ce parti politique qui a été représenté pendant de longues années et que j'ai subi personnellement dans ma chair par Jean-Marie Le Pen. Il n'en reste pas moins. Il n'en reste pas moins que je trouve que cette angoisse, c'est-à-dire d'abord à laquelle répond le Front National, il me semble que le mépris avec lequel elle a été traitée par les élites, et là je dis bien de gauche, et j'irais de sensibilité socialiste, est absolument, me paraissait, moi, absolument détestable, dans la mesure où, d'une part, on ne considérait pas ces électeurs comme faisant partie de la communauté française, on les a traités comme des pestiférés. Aujourd'hui, ils sont toujours là, ils n'ont pas lâché le morceau. Et quand on est un électeur du Front National et que pendant 30 ans, on a entendu, je dis bien la gauche, et je dis la gauche socialiste en général pour parler de cette gauche qui a promu cette espèce d'humanisme abstrait. Eh bien, on a parlé de ces gens-là, c'est-à-dire que si je suis moi un électeur du Front National, on a parlé de moi pendant 30 ans comme un espèce de parasite. Bon. Alors, si vous voulez... Il y a votre micro qui s'est... Comme un espèce de parasite, est-ce qu'on m'entend toujours? Je ne sais pas comment le micro est ému. Donc, effectivement, je trouve que politiquement, c'était une grave erreur. Parce que je pense que... je pense... Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Je pense que le rôle des organisations politiques, notamment de gauche, c'était de prendre en charge cette angoisse. Parce qu'évidemment, il y a une dimension de cette angoisse identitaire, culturelle, qui est légitime et qu'il faut comprendre. Nous sommes dans un monde, effectivement, où on rentre dans une Europe où les identités s'effritent, où il y a une uniformisation des identités et des cultures, où effectivement il y a des traditions qui se perdent, il y a des langues qui se perdent, il y a des us et coutumes, et on assiste à une espèce d'américanisation, bon, je ne sais pas si c'est ça le bon mot, des manières et des manières d'être qui font qu'effectivement je peux comprendre ce sentiment de dispersion et de perte d'identité. Donc je dis bien que cette dimension de cette angoisse, il faut la comprendre et il faut y répondre. Aujourd'hui, l'extrême droite est capable d'y répondre. Par contre, y répondre en creusant des tranchées, c'est là où je dis évidemment les solutions de l'extrême droite sont absolument désastreuses et dangereuses. Il n'en reste pas moins qu'il faut les prendre en charge et que les électeurs du Front National ne vont pas disparaître. Ils sont toujours là et ils pèsent sur le débat. Et je dirais même qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est une espèce de chef d'orchestre. Je voulais simplement ajouter qu'en ce qui me concerne, je pense que, par exemple, lorsque M. Sarkozy dit qu'il faut préserver ou défendre l'héritage chrétien de la France, mais je dis, mais bien entendu qu'il faut le défendre. Évidemment qu'il faut le défendre. La France a une histoire chrétienne, il faut la défendre. Il faut défendre l'héritage juif de la France, mais pas que juif et chrétien. Il faut défendre
l'héritage athée, il faut défendre l'héritage agnostique, comme il faut aujourd'hui prendre en compte la pleine présence des musulmans. Et aujourd'hui, le problème, il est qu'il faut faire cohabiter dans notre société, et de manière égalitaire et avec la même dignité, et j'insiste là-dessus, toutes les composantes de la société. Or, aujourd'hui, la population qui est visée, en particulier, ce sont les musulmans. Oui, bon. Allez, Gérard, Voilà, depuis mon tabouret confortable, qui fait que j'ai une position arbitrale d'irresponsabilité, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, madame. Mais alors, pas du tout. Parce que je ne crois pas une seconde qui est vraiment une islamophobie des élites. Je dirais presque l'inverse. Les élites françaises sont hantées, obsédées par le problème de savoir quel statut donner à ces musulmans qui effectivement revendiquent un paradoxe, c'est-à-dire à la fois la laïcité. La laïcité, c'est-à-dire les religions et le fait religieux distingués de l'espace public pour être relégués le plus possible bien sûr, dans l'espace privé. Bon, on se pose la question parce que l'islam, en effet, a une difficulté par rapport à ça. Et nous avons des débats sur le port du voile. Et sur le port du voile, nous sommes 1000 fois plus libéraux que les Turcs, puisque nous l'interdisons uniquement dans les écoles et dans les administrations. Et non pas dans les rues. Hein, bon. Pas normal. On s'est battu sur l'histoire de la burqa. Je vous dirais que j'étais de ceux qui étaient contre la condamnation de la burqa, parce que je trouve ça absolument ridicule. On n'est pas faire ce plaisir à quelques tout petites minorités de leur accorder une loi de la France, serait-ce pour les interdire. Le vrai problème, on a créé la HALD, que je sache qui est une institution qui veille en permanence à combattre tout ce qui relève précisément de la discrimination, de la stigmatisation, à laquelle je m'oppose tellement que je n'aime pas quand vous vous auto-stigmatisez. Alors, venons-en maintenant au point principal, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans un pays, et c'est ça le vrai problème, où ces élites, au fond, qui sont confortables dans leur condamnation de tout ce qui est mal, car c'est pas bien la tolérance, c'est pas bien l'islamophobie, c'est pas bien le sectarisme religieux. Donc on le condamne. Et on le condamne chez qui? En général, des pauvres gens. Qui sont les gens qui sont dans les banlieues, qui sont au contact précisément des mutations et des transformations de nos sociétés, et qui ne sont pas du tout armés pour y faire face, qui se trouvent au chômage, en compétition avec des immigrés, et qui sont enclines évidemment à demander ce que je réprouve, c'est-à-dire la préférence nationale en matière d'emploi, ou des tas de choses comme ça. On le réprouve, c'est vrai, et on a raison de le réprouver. Mais en même temps, mettez-vous à la place de ceux qui se disent « Mais qu'a-t-on fait pour nous? Qu'a-t-on fait pour nous les banlieusards? Qu'a-t-on fait pour nous la France que vous évoquiez, la France rurale, la France des périphéries, qui est en déshérence? Qu'a-t-on fait pour les classes moyennes ?» Or, précisément, tous les pouvoirs ont axé leur effort vers le problème d'intégration des minorités, et il fallait le faire, mais elles ont négligé l'autre partie de la société française. Et c'est cette facture que nous payons aujourd'hui. Ce que disait Gilles William Goldnadel sur la préférence de l'autre, c'est ce que... Oui, sur la direction de l'altérité, et aussi sur le fait que pendant des années, là, je trouve qu'il y a quand même un consensus qui explique... Ah non, j'ai pas de consensus oui, entre moi et madame. Bon, enfin, je ne trouve pas notre débat extrêmement tranché. Je ne m'en plains pas, mais je trouve que nous ne sommes pas spécialement dans la détestation, dans l'adversité. Il y a quelques cas quand même. Pardon ? Il y a quelques cas rentrés. Dans les faits, mais dans les personnes. Continuez. D'accord, c'est possible. Oui, non, mais je ne le cherche- débat est d'accord.